Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cormette, critique d'art, commissaire, spécialiste en sciences des religions, particulièrement les rapports entre l'esthétique et la spiritualité, c'est-à-dire les arts et la spiritualité. Je suis avec l'artiste peintre Marc Thierriot et sa toile qui s'intitule « Lorsque le soleil s'efface ». Marc Thierriot, vous m'avez déjà décrit votre technique, votre méthode en tant qu'artiste peintre dans cette série comme celle d'une palimpseste. Vous pourriez nous en parler ? Volontiers, merci d'abord à vous, professeur Norman Cornette, de cette opportunité. C'est toujours un plaisir d'aiguiser les fers et dialoguer avec vous. Donc, je dirais que c'est un procédé que j'ai en commun avec l'écriture. Le palimpseste, c'est un manuscrit, un vieux manuscrit, où on retrouve sous le manuscrit le brouillon et le texte original. Et très souvent, quand on écrivait à la main, donc on n'effaçait pas, on barrait, on pouvait peindre dessus et on réécrivait sur le texte. Alors le palimpseste, ça voudrait dire que j'ai écrit quelque chose en peignant cette toile. Et ce que j'ai écrit, j'ai mis beaucoup d'années à l'écrire. Mais la technique que j'ai employée, c'est une technique silencieuse et non verbale. Mais c'est aussi un texte. C'est aussi quelque chose qui communique. Et lorsque le soleil s'efface, c'est un moment, c'est le titre de l'œuvre, c'est un moment très particulier dans la nature, où on est entre chien et loup, et où on ne distingue plus les choses qu'on distinguait avant, mais où on distingue des choses qu'on ne distinguait pas, comme par exemple les étoiles qui apparaissent dans le ciel. C'est-à-dire que la lumière change, c'est une phase de transition, c'est une phase où ce qui apparaissait n'apparaît plus, et ce qui n'apparaissait pas apparaît. Alors, c'est d'autant plus intéressant puisque les palimpsestes, vous avez mentionné cette idée d'écrire et ensuite d'écrire par-dessus, de sorte qu'il y ait plusieurs couches. Oui. Donc il y a un parallèle entre le manuscrit et la toile. Oui. Et évidemment, on connaît ce phénomène grâce aux papyrus de l'Égypte, de l'Antiquité. Oui. Mais ce qui m'intrigue, c'est que vous employez et dans la peinture et dans l'écriture une technique, une approche semblable, puisque vous êtes poète aussi. Oui, poète et aussi chercheur, et donc en philo. Et je pense que quand on travaille en philosophie, les textes se bonifient à mesure qu'on les réécrit. La poésie, c'est pas forcément vrai, parce qu'on peut avoir une approche zen, et je cherche en poésie une langue pauvre, c'est-à-dire une langue épurée, une langue simple, une langue directe. Et la poésie permet de dire avec simplicité des choses très profondes. Alors qu'en philosophie, on déploie des raisonnements et on veut faire une démonstration pour atteindre la vérité. Mais finalement, que ce soit en peinture, que ce soit en poésie, que ce soit en philosophie, c'est toujours la vérité qu'on traque et toujours la vérité qu'on cherche. Il y a quelque chose qu'on essaye de dire d'authentique du monde, de nous-mêmes, des autres, de la société. Enfin, ça dépend de l'approche du thème. Mais ici, j'ai voulu parler du ciel et de la lumière. Et aussi dans le sens métaphorique des cieux en peinture, c'est-à-dire ce qui nous élève, mais aussi ce qui nous intimide, ce qui nous effraie, parce que le soleil s'efface. Et la nuit, c'est un moment qu'il faut traverser en création qui n'est pas simple. Et ce qui m'intrigue, c'est comme procédé, c'est effacer.
d'ailleurs, le titre, c'est Lorsque le soleil s'efface. Et dans les palimpsestes, il s'agit d'effacer. Oui. Pourquoi le phénomène de l'effacement vous intrigue? Parce que c'est le phénomène de la mort, en fait. Et c'est du périssable, de l'impermanence, du passage, de l'éphémère. Donc, il y a des moments dans la vie où on va perdre des gens, on va se perdre dans la vie et où on va aussi mourir. Donc, ce qui reste de nous, ce sont des traces dans les palimpsestes, mais il y a des choses aussi qui vont s'effacer de qui nous sommes, de ce que nous avons été. Et on pourrait aller plus loin même et dire qu'est-ce qu'on censure dans une œuvre et qu'est-ce qu'on garde. Très souvent, quand on écrit quelque chose, puis après qu'on va le montrer, on va censurer un certain nombre de choses, on va effacer un certain nombre de choses. En fonction du public, en fonction de l'époque, en fonction de la société, en fonction de l'esthétique. Et cette toile a commencé par être un soleil noir. Et puis petit à petit, je l'ai effacé, ce soleil noir, parce qu'il était presque trop contrastant, il était presque trop violent, et je l'ai atténué. Et je dirais, pourquoi ? Pour un souci esthétique, où est-ce que c'était le moment que je vivais, d'accompagnement à la mort et d'une personne qui devant moi s'effaçait. Voilà. Et quand je regarde, lorsque le soleil s'efface, toutes ces traces, je dirais ces vestiges de votre démarche artistique, je me dis que l'artiste ne tend pas vers la perfection picturale. Au contraire, cet artiste peintre valorise ce qui est brut, ce qui n'est pas fini ou qui n'a pas l'air d'être fini, ces ratures. Un peu comme un manuscrit. Oui, quelque chose qui est en train de se faire. Oui, tout à fait. Quelque chose qui est en train de se faire et qui forcément sera inachevé. Parce que la mort nous prend quand nous sommes en train de nous faire. Et forcément, ce sera dans l'inachèvement, dans le mouvement, que ça va s'interrompre. On ne sait pas quand la musique va s'interrompre. Je me souviens d'une des personnes que j'accompagnais à la mort. On était assis à la salle d'attente de l'hôpital. Cette personne me dit « J'attends mon avion. Je suis à l'aéroport et j'attends mon avion. » Et je me suis dit « On attend tous notre avion. Seulement on ne sait pas l'heure du vol. Et on ne sait pas à quel moment l'avion va décoller. Mais à un moment donné, l'avion va décoller. Et on est tous quelque part aussi dans une salle d'attente. C'est un peu la vision de Beckett en attendant Godot. On attend. On sait que ça va se produire. On sait qu'on va mourir à un moment donné. Mais on ne sait pas quand. Alors pour vous, lorsque le soleil s'efface, s'agit-il surtout de miroiter, d'exprimer de façon picturale, chromatique, puisqu'il y a bien des couleurs, que la condition humaine est en devenir? Oui, elle est en devenir, elle est en permanence, elle est en impermanence et elle est aussi quelque chose qui peut se reprendre, qui peut se réparer, qui peut se réécrire, qui peut se redire et qui, à travers une répétition, peut être perlaborée, comme disait Freud. Il a un très bel article où il dit se souvenir, se remémorer, répéter et perlaborer. Donc je commence par me remémorer qui je suis, je le répète quelque part dans ce que je fais et puis petit à petit, à partir de ce qui surgit, je perlabore. C'est-à-dire j'élabore un langage qui est différent, singulier, humain.
Mais cette perlaboration, elle va être inachevée et elle va être toujours à se reprendre parce que je ne me remémore pas tout. Perlaborer, il l'appelait en allemand Freud Durcharbeiten. Donc c'est comme un travail, quelque chose que je retravaille en permanence. Et qui me travaille aussi, pardon. Ouais. Ça sous-entend alors que la mémoire, cette vision, ce souvenir que vous avez mis sur toile, cette vision, cette mémoire est foncièrement incomplète. Oui, parce que où est le soleil qui s'est effacé? Où est ce soleil qui s'efface? Vers où est-il allé? Et vous êtes franco-brésilienne. Oui. On est ici en dialogue à Montréal, oui. au Québec, au Canada. Oui. Quand je regarde, en tant que spécialiste en sciences des religions, je me suis dit, d'autant plus qu'il semble avoir des êtres angéliques. Oui, il y a quelques ailes. Qui planent sur la toile. Oui. Mais je me dis, ce n'est pas un paysage nécessairement d'ici. Je ne sais pas si c'est un paysage du Brésil. Et je me dis, il y a là quelque chose d'utopique, d'idéal, et je dirais même, et c'est moi-même qui le dis comme néologisme, au lieu d'être un paysage, c'est un paradisage. Un paradisage. Merci pour la toile. Ça veut dire qu'elle vous fait vous sentir bien quand vous la regardez, qu'elle vous apaise. Je pense que c'est une toile, si vous la regardez bien, où il neige. Regardez comme il neige sur cette toile. Et comme la neige se dépose sur le soleil, sur les strates, sur les oiseaux, c'est un paysage montréalais. C'est comme une neige tropicale, voilà. Parce que les couleurs sont tellement chaudes. Mais il neige. Et ce ne sont pas des couleurs tropicales, ce sont des couleurs pastel. Peut-être ce qui est tropical, c'est l'orangé du soleil. Mais je dirais que là où est ma brésilianité, elle est dans ma contemporanéité. C'est-à-dire que j'ai grandi à São Paulo. Et quand je suis revenue pour travailler à 28 ans au Brésil, je me suis formée en France, j'étais à São Paulo. Et São Paulo, c'est une jungle de pierres. On ne voit que des immeubles, que des immeubles, que des immeubles. Mais la seule chose où on est en contact avec la nature ou en permanence, ce sont les cieux. Vraiment des cieux picturaux et des pans de cieux extraordinaires. Et que je peignais dans ma tête parce que j'étais professeure universitaire dans 2 universités différentes, parfois 3. Je travaillais le matin, l'après-midi et le soir. C'est des journées de 7h minuit. Donc je n'avais pas les moyens ni temporels ni matériels de peindre. Mais j'ai beaucoup regardé les peintres à São Paulo. Alors j'ai regardé Claudio Tosi, Cassiporé, les immeubles de Tomiotake. Il y a beaucoup d'art contemporain qui émerge dans l'architecture, dans les panneaux muraux, dans le MAC, le musée d'art contemporain où j'allais régulièrement, où j'ai découvert Cyrano Franco, où j'ai découvert Cabral. Donc j'étais en contact avec l'art contemporain en permanence. Pas en tant que peintre, je disais à personne que je peignais. C'est quelque chose que j'avais refoulé beaucoup pendant les études de philo et l'enseignement de philo. Mais je peignais des cieux. Je voyais ces cieux et je pense que j'ai continué. Quand je suis arrivée ici, que j'ai eu la possibilité de faire des études aux Beaux-Arts, la première chose qui m'est venue, la première chose que j'ai eu envie de peindre, c'est le ciel. Et parce que c'est quelque chose qu'on voit partout.
et qui est très beau et qu'on voit dans les endroits les plus pauvres, les plus démunis, les plus désespérés, comme les favelas de São Paulo, la Cidade de Deus, des endroits très lourds, ou comme le beau ciel au-dessus du Mont-Royal, qui est peut-être un des plus beaux paysages qu'on ait sur Terre. Donc on a des contrastes très forts sur cette terre de misère et de splendeur. Mais une chose qui nous surplombe et qui nous est commune, c'est l'émerveillement devant le ciel. Je pense que tout le monde s'est un jour levé la tête pour regarder la lune et dit « c'est beau la lune ». Ou regarder un coucher de soleil, ou regarder un lever du jour, et s'émerveiller du lever du jour. Mais d'où vient cette chaleur que dégage tant lorsque le soleil s'efface? C'est la chaleur humaine. Je pense que nous avons une chaleur qui est extraordinaire, et j'étudie beaucoup la question de l'énergie humaine, un peu comme Teilhard de Chardin, mais pas dans le même angle. Mais si je fais comme ça, je frotte mes deux mains, il fait chaud. Je dégage une chaleur humaine. Et peut-être c'est ça que vous trouvez qui est chaleureux. Et peut-être c'est la chaleur humaine de quelqu'un qui a été élevé aussi en Amérique latine et qui sourit et qui a un sens de la fête et de la célébration, je pense. Et quel est pour vous le rapport entre vos études et le doctorat en culture, éducation et société et votre pratique artistique? Oui, alors j'ai eu beaucoup de chance. J'ai une professeure, Elisa Angotti Kosovic à São Paulo, et un autre professeur, Fernando Taca, qui étaient des anthropologues visuels. C'est-à-dire qu'ils étudiaient l'image, le sens de l'image, pas simplement d'un point de vue sémiotique, mais d'un point de vue anthropologique. Quel est le sens de cette image, son sens philosophique, son sens social, sa place? Et un de mes premiers textes, ça a été Navarro Filmmakers. Pourquoi? Parce que, et l'idée, c'est l'autre photographe, l'autre film. C'est-à-dire, et là je me penche sur le vidéaste et sur la personne qui nous filme, qui filme, qui photographe. Et très souvent les Indiens étaient photographiés. Et c'était eux qui filmaient dans Navarro Filmmakers. Le film était fait par les Navarros. Et après, en écriture, il y a Nina Berberova écrit « C'est moi qui souligne ». Et comme peintre, je dirais quelle est la relation? Eh bien, c'est moi qui peins. Je suis femme. J'ai longtemps, comme la plupart des femmes, été vue comme modèle. Et là, c'est le modèle qui peint. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Mais c'est quand l'autre peint. Et c'est quand l'autre photographe, c'est quand l'autre, celui qui d'habitude sert d'objet d'étude, celui qui d'habitude sert de modèle, d'inspiration. C'est en quelque sorte pour démystifier l'altérité. Ou peut-être prendre ma place en tant que personne, alors que j'ai souvent été vue comme l'autre. Et dire je suis aussi une personne. Moi, je ne suis pas sujet, je suis la sujettie dans l'histoire. Et là, on rejoint France Fanon et cette question du regard. Du regard. Et peut-être un petit clin d'œil à Camille Claudel et à toutes ces femmes pour qui il était si difficile d'exister dans le métier d'artiste. La première phrase peut-être de peintre que j'ai entendue, j'avais 18 ans, je n'arrêtais pas de dessiner, j'ai grandi en dessinant, en crayonnant.
c'est Jacques, donc mon père, qui m'a dit « Tu n'es pas peintre ». Donc, la première phrase que j'ai entendue, c'est « Tu n'es pas peintre ». Mais finalement, c'était peut-être le plus grand défi qu'il m'avait lancé. Et parce qu'il disait « Tu dessines ». Et je vais amener une petite image que j'ai peint et que j'ai pas dessinée. C'est d'un trait comme ça. Et ce qu'il voulait me dire, c'est tu n'es pas peintre parce que tu dessines tout, puis tu remplis ta forme. Alors qu'en fait, il voulait que je peigne et que je me lâche. Mais je l'ai compris comme une offense à ce moment-là et j'ai arrêté de peindre. J'ai été faire mes études de philosophie. Et ça m'a inhibée pendant de longues années. J'ai peint en cachette. J'ai peint en cachette. Alors, vous parlez du regard, et vous êtes artiste, peintre, femme. Êtes-vous aussi féministe? Souvent, j'ai dit féminine oui, féministe non, parce que je ne voulais pas rentrer dans un rapport masculin-féminin de combat, de militants. J'ai beaucoup de respect pour les féministes. Peut-être si elles s'étaient pas battues comme elles se sont battues, moi je n'aurais pas pu peindre. Donc j'ai un immense respect, mais j'essaye d'aller vers l'autre avec suavité, avec douceur, pour essayer de le rencontrer dans un terrain neutre, un espace où on puisse s'entendre, qui soit tiers, qui soit pas mon féminin ou votre masculin, mais qui soit vraiment ce neutre, au-delà de ce que le genre nous assigne. Le féminin, c'est beaucoup le care, la maternité, le care, le masculin, la paternité, la loi. Je peux aussi bien représenter la loi que le care, mais il faut aller au-delà des genres, je pense, et de ces places assignées. Et c'est pas du tout pour me dédire du féminisme, au contraire, il fait partie de l'histoire qui me permet d'être, mais c'est pour aller un pas plus loin en disant, bon, c'est vrai, être femme, c'est aussi le care, la maternité, mais ça peut être aussi épouser le masculin et représenter la loi à un moment donné. Mais, et au-delà de ça, nous sommes des humains qui sommes vivants, on ne sait pas pourquoi, qui avons une histoire à construire et qui allons mourir, on ne sait pas pourquoi non plus. Donc nous avons une parité de nature, une parité de conditions humaines qui nous rapproche. Et je ne voudrais pas établir une frontière en disant bon, ici c'est la femme et là c'est l'homme. Alors vous voulez créer un espace de dialogue? Voilà. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à découvrir l'art de Mar Thierriot. Vous pourriez ainsi faire d'abord sur son site web marianathierriot.com ou encore dans les médias sociaux, Instagram, Facebook. Vous n'avez que regarder Mariana Thierriot Loisel.